Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, ici Jeff Savoie et Steve Noël, et nous sommes les Deux Pions. Et aujourd'hui, on a une émission toute particulière où on va discuter avec vous des nommés de l'As d'or 2022 qui viennent tout juste d'être rendus disponibles il y a quelques jours en fait. Et on va faire ça avec nos amis de l'école du jeu. Et oui, on va faire ça avec Sylvain et JP. On va faire un petit montage pour avoir nos 4 binettes. Yes, sir. Et ça devrait être pas pire, je pense. On espère que la technique va tenir parce que c'est pas évident à chaque fois qu'on a plusieurs feeds vidéo comme ça en même temps. Des fois, ça jamme un peu, mais dites-vous que le son va toujours être bon. Au pire, ça va bien s'écouter en podcast. Mais on a quand même rajouté un peu de visuel, puis on a nos belles faces là-dedans. Là. C'est certain que ça devrait être de toutes les beautés. Et Steve, on va parler des nommés dans 3 catégories. On va laisser tomber la catégorie enfant, mais on va quand même avoir beaucoup de jeux à discuter dans ces 3 catégories-là. Donc, on va parler du jeu de l'année. On va parler aussi de la catégorie initié et la catégorie expert. Donc, de très bons jeux dans la catégorie expert. Et, Vraiment, on a plein de belles choses à vous dire. Donc, ouais. Restez à l'écoute. Puis, si vous aimez ça, faites comme toujours, likez et abonnez-vous. Yeah. Et on se retrouve tout de suite après l'intro avec nos amis de l'école du jeu. Hey Sylvain, Jeff, Steve, salut les gars, comment ça va? Hey, salut! Ça va bien? Bonjour messieurs! Ben oui, hey, c'est rare qu'on se voit de même en vidéo. Ben oui, puis en tout cas... Effectivement. Une première. Vraiment heureux de faire une formule à 4. J'espère qu'on va réussir à rentrer dans notre temps objectif d'1 heure. C'est notre objectif, mais vous nous connaissez, chers auditeurs. Hein, on est 4 gars qui aiment s'entendre parler. Fait que ça se peut qu'on dépasse. OK, fait que les gars, aujourd'hui, on parle de l'As d'or. Les nommés à l'As d'or ont été publiés il y a de cela quelques jours. Et on s'est dit, tous les 4, que ce serait un bon sujet de discussion. On a parlé un petit peu ensemble avant de commencer l'enregistrement, mais on se garde des surprises quand même sur nos avis là, sur chacune des catégories. Donc, cette année, il y a 4 catégories à l'As d'or. Il y a la catégorie enfant, initié, expert, puis le jeu de l'année. D'un commun accord, on s'est entendu pour exclure la catégorie enfant, puisque tous les 4, c'est pas une catégorie qui s'adresse vraiment à nous. Puis nos enfants, peut-être pas beaucoup d'expérience. Steve, tu joues pas... ou Jeff, tu joues pas au jeu catégorie enfant avec tes enfants? Ben, ma plus jeune a 12 ans, puis je te dirais, elle joue à Great Western Trail, là, fait que on est ailleurs un peu. Là. Ouais, on est ailleurs. Bon, regarde ça. Je t'avais de vendre là, Coconut, là, tu sais, où est-ce qu'on lance des coconuts. J'en ai plein de jeux de jeunes en bas, mais on joue beaucoup moins maintenant. OK. Alors, d'un commun accord, on a décidé d'exclure cette catégorie-là, donc on se prononcera pas là-dessus, mais on va quand même disséquer chacune des catégories. On va vous présenter chacun des titres qui sont là. Dans les 9 jeux dont on va vous parler, on est 4 ici. On a joué à 8 de ces jeux. Il y en a seulement un qu'on n'a pas joué, mais on va quand même vous dire un peu ce qu'on en pense. Et après vous avoir présenté chacun des 9 jeux qui sont en nomination, on va prononcer à savoir quel est notre pronostic. Donc, quel jeu on pense va gagner dans chacune des catégories. Vous êtes prêts, les gars? Tout à fait. Yes! Parfait. Donc, on se lance avec la catégorie initiée, qui est une nouvelle catégorie cette année. Alors, avant, à l'As d'or, on avait catégorie enfant, expert et jeu de l'année. Selon vous, les gars, je ne sais pas qui veut commencer, mais est-ce que c'est une bonne idée d'avoir mis une nouvelle catégorie cette année, la catégorie initiée? Ben, ouais. Je trouve que c'est une bonne idée de réussir à aller chercher un entre-deux parce que l'année passée, le fait que The Crew était catégorie expert, ça l'a fait parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, d'avoir une espèce de catégorie tampon qui va venir chercher des jeux peut-être un peu plus généraux, je trouve ça très intéressant. Oui, tout à fait, exactement la même opinion que Sylvain. Je pourrais répéter la même ligne qu'il a dit, c'était exactement ça. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait d'ailleurs, probablement pour faire taire certaines critiques. Puis je pense que les jeux de société vont toucher aussi une plus grande clientèle de plus en plus.
Puis ça va chercher justement les initiés, les gens qui commencent à s'introduire dans le milieu. Fait que je pense que c'est une bonne chose qu'il ait ajouté cette catégorie. C'est bien parler des jeux en nomination l'année passée. J'avoue qu'on avait des gros clashs. Là. On avait le Dilemme du Roi, on avait Tainted Grail, puis on avait Paléo et The Crew dans la catégorie expert. Ouais, c'est ça. Là, Un bon écart. la chose que j'aime pas, on dirait avec la catégorie expert maintenant, mais on va en reparler peut-être un peu là, quand on va arriver dans cette catégorie-là, c'est pas non plus des gros jeux très très lourds. Hein? C'est des jeux un peu plus complexes que, mettons, ceux qu'on va parler aujourd'hui, mais c'est pas des jeux qui sont cotés 4.3 sur BGG non plus. Là. Oui, mais d'un autre côté, il faut faire attention à ça, parce que j'entends souvent cette critique-là, quand on parle de jeux experts. Mais souvent, pour nous, les personnes qui jouent beaucoup, puis les gens qui sont sur les réseaux sociaux dans des groupes de jeux, on s'entend que c'est généralement des gens qui jouent beaucoup ou du monde qui viennent commencer à voir ce qui se passe un peu. On est habitué de jouer à ces jeux-là. Fait que nous, on sort Iki, Narak, on lit les règles, on comprend tout de suite tous les concepts, on est capable de jouer à ce jeu-là facilement, rapidement. Ça reste des jeux simples. Les jeux à 4 sur 5 et plus sur BGA, ça reste quand même... on va dire l'exception, mettons, ou un certain pourcentage qui n'est pas le gros pourcentage des jeux. Fait que, il ne faut pas être trop élitiste en disant « Oh, c'est simple, c'est facile, moi j'ai appris ça tout seul ». C'est pas ça le principe. Moi, si j'essaie d'expliquer Narak à quelqu'un, un couple d'amis qui vient chez nous, puis que le dernier jeu qu'ils ont joué, c'est Mandala Stone, ça se peut qu'il soit un peu comme OK, il y a plus que 3 règles. C'est pas un jeu 1, 2, 3, puis c'est terminé, on joue. Il y a quand même pas mal de choses. Fait que pour moi, je trouve que c'est correct. Puis au pire, qu'ils fassent éventuellement une catégorie Ultra Heavy Game. Je sais pas. Tu vas pas rajouter une catégorie, là. Pourquoi pas? Mais on le voit aussi, ne serait-ce qu'avec le Spiel, le Spiel avec le Kenner Spiel, souvent les gens vont conduire les jeux connaisseurs, c'est comme c'est pas si avancé que ça, mais c'est un peu le même concept. Je veux dire, on va chercher une catégorie un peu plus avancée, puis comme tu disais, Jeff, c'est vrai que tu montes ces jeux-là, tu montes Narak à quelqu'un qui connaît pas beaucoup le jeu de société, il va être intimidé par ce type de jeu-là. Fait que, comme tu dis, non, je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Puis JP, pour ta critique, ne rajoute pas une catégorie. Au Oscar, je pense qu'il y a 62 catégories. Ouais. Fait que, il y a... Le sky is the limit. Sauf que quand on regarde dans les médias, par contre, il y a combien de catégories qui sont mises en avant? Aux Oscars, il y en a 2, 3. Là. Fait que c'est un petit peu la même chose aussi avec l'As d'or. Plus on a de catégories, plus on s'y perd. Moi, je pense beaucoup à l'aspect médiatique aussi. Là. Pour les médias, ce qui les intéresse, surtout, on va en reparler tantôt, là, mais c'est le jeu de l'année d'Atit. Puis moi, une chose que je trouve que c'est bien d'avoir ajouté la catégorie initiée pour faire clore toutes les 500 commentaires qu'il y a chaque année là, sur les réseaux sociaux, sur les jeux qui sont en nomination dans la catégorie expert. Mais d'un autre côté, on dirait que justement, la catégorie expert, je regarde les nominés, puis je me dis, bon, dans ma tête, expert, c'est expert. Là. Fait que ça veut dire que c'est tous les jeux qui ne sont pas dans la catégorie initiée. Là. Fait que les jeux qui sont 4.5, je comprends ce que tu dis, Jeff, mais moi, je veux dire, il faut qu'ils soient éligibles à cette catégorie-là. D'un autre côté, je comprends que je me mets à la place des 12 membres du jury. Ils peuvent pas non plus se taper des parties là, à 3 heures de jeux qui ont 20 pages de règles juste parce que le jeu est bon non plus. Fait que je comprends un peu les deux points de vue. Mais tu vois, moi, JP, là, puis peut-être que les gars pourront faire du pouce là-dessus. Là où j'ai de la misère, là, c'est de dire qu'il y a une catégorie qui s'appelle Jeu de l'année. T'sais. Pour moi, c'est une catégorie avec un gagnant dans une catégorie, mais c'est pas vrai que les 3 jeux dans la catégorie expert, ça pourrait pas être le jeu de l'année. C'est tous des jeux de l'année, dans le fond, chacun dans leur catégorie. Puis ça me fatigue un peu parce que quand je regarde la catégorie jeux de l'année, c'est tous des jeux légers. C'est tous des jeux qui sont plus légers que Initié Expert. On en reparle tantôt lorsqu'on sera à cette catégorie-là. Donc là, on a nos 3... on a devancé un petit peu nos sujets, c'est correct. On a nos 3 jeux en nomination devant nous. Oltré, Nouvelle Contrée et Living Forest. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un parmi vous, les gars, qui me fait les grandes lignes sur Living Forest. Ben, je peux y aller, vu que tout le monde dit que je parle toujours tout le temps. Là.
Écoute, Living Forest, c'est simple, on joue des esprits de la nature, puis on essaye de défendre la nature contre l'onibi des flammes qui va venir essayer de mettre le feu à la forêt. Et pour gagner, c'est simple, il faut éteindre des feux, 12 feux, replanter des arbres dans la forêt, 12 arbres différents, ou encore obtenir 12 points de victoire, des espèces de lotus, des fleurs de lotus. Donc, le jeu, c'est simple. Le principe de base, c'est un push your luck, stop ou encore, où on va tourner des esprits de la forêt, puis on va obtenir des symboles qui sont des ressources, en quelque sorte, qui vont nous permettre de faire des actions. Et plus on va pousser notre chance, moins on va avoir d'actions. Si on arrête au bon moment, on va avoir 2 actions au lieu d'une action. Puis après ça, on va choisir qu'est-ce qu'on va faire entre planter des arbres, éteindre des feux, recruter d'autres esprits de la forêt qui vont venir s'ajouter à notre deck. Donc, en gros, là, très, très gros, c'est ça. Puis, il y a aussi un anneau des esprits où on va se promener là-dedans. Puis, si on saute par-dessus les autres, on obtient des jetons des autres joueurs. Donc, c'est à peu près ça. Mesdames et messieurs, c'était le discours de Jeff Savoie. J'ai pris 30 secondes. Je t'ai pas chronométré. Alors, c'est bon, merci, Jeff. On va décrire chacun des jeux, puis après ça, on en discutera ensemble un peu de chacun d'entre eux. Je vais vous parler un peu d'Oltré. Alors, Oltré, c'est un jeu coopératif qui n'est pas sans rappeler Ghost Stories ou le dernier... C'est quoi? Last Bastion? Je ne sais pas s'il y a un nom français. Ouais. C'est la même chose que Ghost Story. Oui, c'est ça. Là. Alors, ce n'est pas sans rappeler ça, mais on y ajoute quand même un aspect narratif là, avec des chroniques. Il y a 6 chroniques dans le jeu de base qui sont un peu comme des histoires. À chaque manche, on va avoir une nouvelle page de la chronique qui va se tourner et la trame narrative va se dessiner comme ça. Parce que ce qui est particulier dans Oltré, c'est qu'on ne sait pas comment gagner la partie lorsqu'on commence. Et plus la partie va avancer, plus on devrait avoir des indices à travers les narrations de la chronique. On mélange avec ça un peu de gestion de ressources. On peut avoir de la gestion aussi là, des événements de crise, des péripéties. On peut construire des bâtiments, on peut utiliser nos pouvoirs asymétriques. Donc, un jeu coopératif qui se démarque un peu de ce à quoi on est habitué. Et il y a aussi Nouvelle Contrée, je vais aussi vous en parler tant qu'à y être. Donc, Nouvelle Contrée, là, je dirais que pour moi, là, c'est un peu comme le jeu le plus original dans tout ce qu'on va vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas les gars si vous avez regardé un petit peu là-dessus. Là. C'est un jeu coopératif aussi et qui va se jouer avec n'importe quel livre de votre bibliothèque. Donc on pourrait prendre un livre dans la bibliothèque de Jeff en arrière de lui et le jeu va venir avec des espèces de marque-pages. On a des structures quand même. Là, on va prendre une page au hasard ou un passage qu'on aime bien. On va mettre un marqueur de page de début, d'aventure. Et 50 pages plus loin, on va mettre le marque-page de la cité perdue qui, je crois, représente un peu comme la dernière épreuve. Et là, on va avoir des missions. On va avoir des explorateurs qui vont pouvoir... c'est pas les explorateurs, c'est des... j'oublie le mot. Là. En tout cas, le même principe qu'un explorateur qui va lire un passage dans sa tête du livre et qui va devoir choisir l'un des marque-pages visibles sur la table. Un petit peu à la Dixit. On va choisir un marque-page qui a des images qui représentent, selon nous, ce qu'on vient de lire. Et là, après ça, on va lire le passage à voix haute. Tous les joueurs vont avoir des missions. Seulement en écoutant le passage que le joueur est en train de nous lire, qui vont essayer de voir est-ce que ma mission est complétée. Donc, je vous rappelle que c'est un jeu coopératif. Un exemple de mission, ça pourrait être le même mot a été utilisé 3 fois à répétition dans le passage, ou jamais le mot « je » n'a été employé. Quand on pense que notre mission a été accomplie, on l'énonce, on vérifie. Avec ça, avec ces missions réalisées-là, on va pouvoir avancer dans le livre et on va se rendre jusqu'au marque-page de fin pour l'avoir réussi. C'est un peu plus que 30 secondes, mais je pense que fallait vraiment là, que j'explique un peu comment le livre vient interagir avec la structure du jeu. C'est vraiment original, je trouve, comme formule. Très original. Tout à fait. Donc, parmi ces 3 jeux-là, je vous rappelle, les gars, qu'on ne se prononce pas tout de suite, mais... Y a-t-il des jeux là-dedans auxquels vous avez joué que vous aimeriez partager là, quelque chose à ce sujet? Que vous avez aimé ou pas du tout là, aussi? Moi, je peux parler un peu d'Oltré parce que je l'ai essayé aussi. Moi, j'ai trippé sur la production de ce jeu-là. On dirait que c'est un jeu qui est déjà pimpé
Là, les meeples avec les genres de chevaliers, tes plaques. Vraiment, c'est un jeu que visuellement, là, tu l'ouvres, tu sors de ta boîte et tu as le goût d'y jouer. Fait que personnellement, quand on a mis le jeu sur la table, tout le monde avait le goût de l'essayer, tout le monde avait le goût d'y jouer puis de s'y tremper. Puis, fait que vraiment, une belle production. J'ai aimé dans Oltré, puisque moi aussi j'ai eu l'occasion d'y jouer, j'ai aimé le principe de... Moi, ce qui m'a le plus accroché avec Oltré, c'est vraiment l'idée de dire, je commence à jouer à un jeu puis je sais pas comment gagner. Je sais pas ce que je vais devoir faire à la fin du jeu pour remporter la partie, puis le découvrir. C'est sûr que là, moi, j'ai fait 2 parties du scénario de base, puis je pense qu'après quelques manches, on le devine pas mal, là, ce qu'on va devoir faire. Mais mon espérance, parce que j'ai pas joué au scénario long, c'est que ces scénarios longs-là vont avoir plus de viande autour de l'os, plus de choses à mettre en place. Ouais, j'ai l'impression. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis c'est un jeu à extension. C'est un jeu qui va ressortir des missions à part. Là, ça va être un... Je pense. J'ai pas joué, mais ça me fait penser un peu quand vous en parlez au Dilemme du Roi, un petit peu dans le même genre, non? C'est possible. Le Dilemme du Roi, ça va être... c'est zéro coopératif, là, premièrement. Ben, tu travailles quand même ensemble. Là, à un moment donné, tu n'as pas le choix de faire des alliances avec les gens pour faire évoluer les ressources, tout ça, mais ça me fait... En tout cas, quand vous en parlez, ça me fait penser à ce jeu. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de connaître un peu plus sur Oltré, JP a fait une merveilleuse vidéo « Comment apprendre à jouer à Oltré en 5 minutes ». On va se plugger. Si vous avez... C'est bon. Sinon, Nouvelle Contrée, on n'y a joué personne. Moi, je trouve que c'est un concept original. Je me demande si ça fonctionne bien avec tous les types de livres. Je suppose qu'avec une autobiographie, ça fonctionne peut-être un peu moins, mais avec des livres descriptifs, narratifs, avec des univers très imagés, probablement que ça s'y prête bien. Mais par contre, ça a le mérite d'être un jeu original, puis de plus en plus, ça devient difficile de sortir des sentiers battus, puis d'avoir des jeux qui vont vraiment se démarquer de par leur originalité. Ouais. Fait que même si le jeu est peut-être pas nécessairement au même niveau, peut-être que les autres, comme je dis encore là, j'y ai pas joué, pour moi, c'est celui qui a peut-être d'avoir l'air un peu plus différent, le petit mouton noir, mais je trouve ça bien quand même d'avoir un jeu qui essaie d'innover un peu, ça s'en vient rare, pour moi, c'est excellent. Tout à fait. J'adore les jeux qui innovent, puis après ça fait naître des fois des nouvelles idées pour des nouveaux jeux qui vont aller rechercher un peu le même concept de base, qui vont des fois l'améliorer puis en faire un jeu plus complet, plus fini, si celui-là ne l'était pas, par exemple. J'aime vraiment les jeux qui arrivent avec des nouveaux concepts. C'est des jeux qui m'attirent. J'ai le goût de les essayer. Tu en parlais de JP tout à l'heure, puis j'avais vraiment le goût. Là, ça m'a intrigué, puis c'est certain que c'est un jeu que je vais vouloir essayer. Ne manquez pas, en 2022, Nouvelle Contrée Legacy, où on arrache des pages, on les brûle et on les mange. Bon, prenez les livres de votre bibliothèque pour ça, c'est bon ça. C'est ça. Je vais aller jouer chez Jeff avec sa bibliothèque. Ouais, c'est ça. Alors, Living Forest, les gars, qui a eu l'occasion d'y jouer? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ben justement, en parlant de plugger des vidéos, moi et Steve, on y a joué dernièrement et on a fait une vidéo qui explique un peu le jeu puis qui donne notre opinion. Vous pourrez aller voir. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la production encore. On parlait de la production. C'est un jeu qui paraît très bien sur la table. Et c'est un jeu qui joue bien. J'y ai joué surtout à 3-4 personnes. Steve l'a joué plus à 2 personnes. Ouais. Steve a son point de vue sur le 2 personnes. Mais avant que Steve en parle, je vais tout de suite défaire son argument parce que il est sorti sur BGA, Board Game Arena, il n'y a pas longtemps. Et comme je suis un membre premium, j'ai pu y jouer déjà plusieurs parties. Oui, j'écoute. Hein? Puis, écoute, j'ai joué à 2, plusieurs parties déjà. Et crème, j'ai trouvé que ça roulait bien. Par contre, Steve, tu avais raison, la pierre des esprits à 2, ça vaut rien. Ça ne sert à rien de se déplacer là-dessus. Tu ne rattrapes jamais personne. Mais le reste, là, les 3 autres éléments du jeu fonctionnent très, très bien. Il est très bien sur BGA. Si jamais vous voulez aller l'essayer, il va sortir du bêta bientôt. Mais c'est un beau jeu, une belle production, un bon jeu d'introduction. Moi, je le mets dans l'introduction. Là, il est dans Initié, c'est bien. Je pense que c'est une belle catégorie pour lui. Puis je pense que c'est un jeu qui a des bonnes chances de s'en sortir avec un prix, peut-être. Bon, hey, on a dit pas de prise de position. J'ai pas pris position. Ah, mais je suis d'accord, Living Forest, juste le visuel est super beau. Moi, j'ai lu les règles du jeu en ligne, j'ai regardé le jeu, je me suis dit, c'est vraiment un jeu pour un de mes amis. Je l'ai acheté à un de mes amis, j'y ai donné, puis en y donnant, j'ai dit, je te le donne, puis je suis jaloux. Fait qu'aujourd'hui, j'ai reçu ma copie, je me le suis acheté aussi.
Mais pour faire suite à ce que Jeff racontait, c'est que j'ai eu comme une mauvaise expérience. On a joué à 2 joueurs, puis le feu était pris, c'est le cas de le dire. Nos decks ont été pollués. Puis il y a une personne, un des joueurs a commencé à éteindre les feux, puis il y avait tellement de feu, puis lui il était capable de les maîtriser, puis j'étais plus capable de le rattraper au niveau de ramasser les flammes. Puis là, quand tu ramasses 12 flammes, tu gagnes la partie. Puis on a arrêté, on le savait déjà. J'avais pas le temps de rattraper, puis mettons, de planter 12 arbres. Fait que j'ai resté un peu... Mais c'est ce qu'on disait dans notre vidéo. La configuration à 2 joueurs, c'est certainement pas sa meilleure configuration. 3 ou 4 joueurs, je pense que c'est là où il va le plus briller. Là. Fait que nous, c'était vraiment notre constat final. Sylvain, as-tu quelque chose à ajouter? Mais comme j'ai lu des commentaires... moi, j'ai une chose à ajouter, en fait, du fait que Living Forest était le jeu qui m'intéressait quand même bien. J'ai regardé les règles, j'ai regardé un peu quelques vidéos, puis étant donné que je joue souvent 2 joueurs, je n'étais pas convaincu assez pour pouvoir me l'acquérir. On verra si tu passes à côté de quelque chose, si ça gagne un prix. Et voilà. Tout à fait. Allez, on continue les gars, parce que là, après 18 minutes et une catégorie de faits, notre objectif va pas très bien. OK, on procède maintenant vers la catégorie expert. La catégorie où il faut avoir fait un baccalauréat en jeux de société pour apprécier ces jeux-là. Il faut connaître... Il faut connaître le top 100 de BGG par cœur ainsi que les ratings, les notes de chaque jeu. Sinon, vous n'allez pas apprécier ces jeux, on vous le dit tout de suite. Alors, connaître également le nom des enfants de vos designers favoris. OK, alors dans cette catégorie, on retrouve Dune Imperium, les ruines perdues de Narak. Bon, désolé pour nos amis européens ici à l'écran, vous allez voir la version anglaise là, avec le mot tabou, arnaque. Mais alors, les ruines perdues de Narak. Ramenez-moi plutôt. Et Iki. Alors, les gars, qui d'entre vous aimerait me parler de Narak? Ah, les ruines perdues de Narak. Alors, c'est un jeu qui a été très, très populaire. Il est sorti en anglais un peu avant. Je dirais que le jeu a un bon buzz. C'est un jeu qui va allier des éléments de deck building, mais d'une façon assez limitée quand même. On n'aura pas un deck building à la Dominion, avec un côté de placement d'ouvriers, donc une espèce d'heureux mélange qu'on va retrouver également dans un autre jeu de cette même catégorie. Et c'est drôle parce que ces 2 jeux-là ont été constamment comparés. Cependant, pour Narak, on parle d'un thème et une présentation visuelle vraiment, vraiment génial. C'est un jeu qu'on va viser comme l'archéologie. On s'entend, s'il aurait pu mettre une propriété intellectuelle sur ce jeu-là, ça aurait été clairement Indiana Jones. On a vraiment l'impression d'aller explorer. On a une piste de recherche qu'on va tenter de faire monter. On va aller explorer, affronter des gardiens, avoir une gestion de ressources également qui va être faite. Et je dirais que le jeu gagne beaucoup avec sa présentation. Et ça va donner vraiment beaucoup de cachet. Le matériel est très joli, mais le jeu également est très intéressant. Un jeu qui est fait assez court, le jeu est fait en peu de rondes, et on a l'impression qu'on n'aura pas l'occasion de faire grand-chose jusqu'à temps qu'on arrive au round 3, où là, les choses vont se mettre à débloquer, à aller rouler un peu plus. Contrairement à beaucoup de jeux de deck building où on va jouer les cartes dans la défausse, lorsqu'on va acquérir de nouvelles cartes, on va les avoir plus rapidement, on n'aura pas de défausse, et les cartes qui vont être jouées pendant le tour vont aller sous le deck. Donc, c'est une espèce de petit truc original que le jeu fait. Tout récemment, d'ailleurs, en anglais, une extension vient de sortir qui a donné une espèce de petit buzz, un second souffle au jeu, et pour ma part, j'ai trouvé que justement, le Narak est un jeu qui a plus un grand éventail de joueurs. Et c'est ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui, oui, est expert, mais qui est pas trop lourd, qui est pas trop léger, qui est dans un bon poids, une bonne durée, et comme je dis, qui a peut-être des chances de gagner, qui sait? Intéressant. Alors maintenant, j'ai envie qu'on parle de Iki. Oui, Iki, je peux vous en parler. Iki, c'est un jeu qui a été réédité, qui sort pour la première fois en français, qui se passe dans le marché de Edo, l'ancien nom de Tokyo. Et on est des personnes qui se promènent au niveau des rues, dans les rues, pour aller chercher des marchandises chez différents marchands. Puis on va engager aussi des artisans. L'histoire raconte qu'il y avait des centaines d'artisans différents dans ce marché-là à l'époque. Et c'est une mécanique quand même intéressante où on va miser sur sa position de jeu, puis après ça, miser sur son déplacement en même temps. Puis ensuite, on va déplacer, puis on va pouvoir faire l'action de l'étal où on va s'arrêter. Et aussi, choisir l'action de l'artisan derrière qui a
probablement été embauché par un autre joueur. Et là, on va faire monter son expérience à chaque fois qu'on va l'utiliser. Puis une fois qu'il va avoir pris assez d'expérience, il va prendre sa retraite, puis il va venir dans notre plateau. Puis là, ça va nous faire une belle collection d'ensemble. C'est un jeu où on va aller chercher vraiment plusieurs éléments dans le jeu. On peut même bâtir des constructions, des choses comme ça. Puis chaque truc qu'on va faire va nous donner des points. Et on va ramasser des Iki, qui est une espèce de valeur philosophique de l'époque, là, qui représentait un peu le bonheur. Et la personne qui va en avoir le plus à la fin va remporter la victoire. C'est un jeu qui a une très, très belle production. On en parlait avec les ruines de Narak. Iki a une excellente production. Tout est beau, le livre est beau, le jeu est beau sur la table. Là, il paraît très, très bien. Donc, je pense que c'est un jeu qui a sa place. Mesdames et messieurs, c'était le discours de Jeff Savoie. J'ai l'impression que tu fais un montage ou quelque chose. À mon insu, il y a quelque chose. Et puis je tiens à dire, j'ai pris moins de temps que Sylvain en plus. Je te niaise, j'ai pris plus de temps avec Nouvelle Contrée. C'est bon. Hey, il nous reste à parler de Dune Imperium. Oui, Dune, on est vraiment dans la sortie du film, donc où on joue une faction, une famille de Dune, où on veut influencer certaines maisons. Et c'est un principe, on a le principe de deck building, un peu comme Clank. Souvent, on l'a entendu un peu comparé à Narak aussi, comme deux jeux. Donc, principe de deck building, où on joue toutes nos cartes, comme à Clank. Et il y a un petit côté worker placement, où on va placement d'ouvriers pour aller chercher des ressources. Et aussi, ils ont rajouté un petit peu de confrontation, mais je dirais confrontation à la majorité. Donc, essayer d'être sur une planète puis d'avoir le plus de cubes possible pour pouvoir remporter le conflit sur la planète. Puis, je pense que une des beautés de ce jeu-là, moi, ce que j'ai apprécié, c'est le nombre de points. C'est un jeu qui joue en 10 points, fait qu'il n'y a pas personne qui s'échappe avec la victoire. Chaque point que tu réussis à aller chercher est très important. Donc, ça fait d'un jeu qui a une tension toujours présente. Donc, Dune, c'est un peu le résumé du fonctionnement. Intéressant. Hey, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a joué aux 3 jeux? Yes, sir. Présent. Vous deux? OK. Moi, j'ai joué seulement 2. Toi, Steve? Toi aussi? OK, là. Dune. Parlez-moi de Dune. Moi, j'ai pas joué, puis je dois vous dire qu'il y a absolument rien dans Dune Imperium en date d'aujourd'hui qui m'attire. Fait que... OK. Alors, parlez-moi-en, là. Moi, je vais t'en parler. En fait, premièrement, je tiens à dire que je ne suis pas fan nécessairement de la propriété intellectuelle. Donc, Dune, pour beaucoup de monde, c'est comme une espèce d'institution. Et pour ma part, je n'arrive pas avec cette espèce de hype-là, avec le film ou quoi que ce soit. Pour moi, je l'ai vu pour ses qualités ludiques en tant que tel. Cependant, Dune a beaucoup de choses bien intéressantes qu'il va faire. Et le côté, bon, comme Steve expliquait un peu, le côté placement d'ouvriers va être fait avec la gestion de cartes. Et ça, c'est quelque chose qui est très original dans le jeu. C'est que lorsqu'on va jouer une carte, la carte va nous permettre de pouvoir jouer justement l'ouvrier dans une des endroits. Donc, les cartes vont limiter les endroits avec lesquels on va pouvoir aller. Donc, on ne peut pas choisir l'endroit qu'on veut. On est limité par les cartes qu'on va avoir. Les cartes qu'on va acheter vont venir changer les emplacements qu'on va pouvoir utiliser. Ça, c'est quelque chose de très original. Puis Sylvain, les cartes que tu n'utiliseras pas vont te servir à faire tes actions de la fin. Ils ont chacun des petits bonus qu'ils vont te donner à la fin. Fait que des fois, tu décides, j'utilise-tu celle-là pour envoyer mon agent à cet endroit-là, ou je le garde pour le bonus qu'il va me donner à la fin de la manche. Ça, c'est intéressant. Puis il faut dire aussi qu'on commence avec 2 agents. On peut en engager un 3e dans la partie. Fait que chaque action est comptée. Les choix sont difficiles. C'est déchirant. Je veux aller là aussi. Là, il y a déjà quelqu'un, je ne peux pas y aller. Puis Steve l'a dit, là, il y a une track à 10 points. C'est tendu du début à la fin. Puis il y a des critiques quand même. Le jeu ne fait pas l'unanimité, c'est rare quand même, on va se le dire, là, les jeux qui a 80% du monde qui vont l'aimer, il y a quand même 20% du monde qui ne l'aime pas. Là, mais la majorité du monde l'aime. Il y a certaines critiques
dont une là, que Sylvain, je suis certain, va se faire un peu plaisir de nous dire. Puis il y en a une autre aussi. En fait, moi, il y a deux choses qui vont sortir du lot par rapport à ce jeu-là, qui fait en sorte que ma lune de miel c'est terminé un peu, parce que je peux reconnaître les qualités ludiques du jeu, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose, c'est que le jeu va... on parle de deck builder avec placement d'ouvriers, mais c'est du deck building très limité, avec du placement d'ouvriers très limité. Fait que si on part avec l'idée qu'on a vraiment ces deux concepts-là dans le jeu, on va être un peu déçu des deux côtés parce qu'on ne fera pas un gros deck en tant que tel. On n'achètera pas des cartes à la Dominion. Je me base souvent sur Dominion comme le grand-papa de tous les deck builders, mais on n'achètera pas une tonne de cartes comme ça. T'es vieux, c'est vrai. On n'achètera pas une tonne de cartes. Au même titre que les placements d'ouvriers, on n'aura pas le choix de où on peut aller, comme j'expliquais tantôt, avec une sélection d'actions, une sélection d'emplacements qui est super bien pensée, mais qui vient limiter également les choses. Mais la deuxième chose que je voulais parler, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué dans quelques parties que j'ai eues, et ça a fait en sorte que ça m'a brisé un peu avec ce jeu-là. C'est qu'à la base, le jeu n'a pas de méthode de rafraîchir le marché. Je m'explique, comme beaucoup de deck builders, il y a une rivière de cartes qui va être là. Lorsqu'on achète les cartes vont être remplacées. La plupart des jeux vont venir avec un mécanisme qui va faire en sorte qu'à la fin d'un tour, on va briser une des cartes et on va faire un cycle. Donc, il y a une espèce de rotation qui va rafraîchir le marché. Dans Dune, qui est un jeu où on va y aller au départ, on commence tranquille, plus ça va aller, on va avoir une certaine rampe qui va se faire avec notre deck. Si on commence avec un marché qui est rempli de cartes qui sont trop chères, qu'on ne peut pas acheter, vous allez dire, oui, mais il y a les cartes secondaires qu'on peut acheter. J'ai joué 2 parties, et pas juste une, j'en ai joué 2, où les 3 premiers tours, on était pratiquement incapable d'acheter des cartes du marché, et on a acheté complètement toutes les cartes à rabais, les petites cartes qui coûtaient pas trop cher, qui coûtaient 2 ou 3. On les a toutes achetées, puis on se ramassait que le jeu a stagné pendant 3 tours. Et ça a fait en sorte que ça m'a vraiment... Ça m'a marqué, puis ça m'a dit, Crime, il aurait dû faire un mécanisme. Là. Les gens disent, faites des règles maison. J'aime pas faire des règles maison. Je veux que le jeu vienne avec des règles qui sont convenables. Je veux pas inventer des règles. Je suis pareil comme toi. Oh! Moi non plus, je suis pas capable. Mais moi, je suis parti quasiment avec une... j'ai joué de reculons. Quand j'ai embarqué dans Dune, moi non plus, je suis pas un fan de la série. Puis, mais j'aime le worker placement, puis j'aime les constructions des deck building. Puis j'ai trippé, moi. J'ai embarqué. Puis on a vécu ça aussi, le marché qui stagnait un peu. Mais quand même, moi, en tout cas, j'ai trippé pareil, là, tu sais, influencer les familles, à aller placer justement mes ouvriers, à aller chercher mes ressources. Fait que moi, en tout cas, ça a été un de mes jeux que j'ai trippé, puis que j'ai essayé, puis que je suis parti de reculons. Puis une des critiques que certaines personnes, parce que j'ai eu beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux par rapport à ça, c'est les fameuses cartes intrigues qui vont donner des bonus pendant les batailles ou pendant des points de victoire, des fois même, on a dit qu'ils étaient comptés. Donc, des fois, quand tu obtiens des points de victoire avec les cartes intrigues, ça peut être vraiment avantageux. Puis les gens vont critiquer un petit peu cet élément-là en disant « il a été chanceux, il y a eu telle carte. J'ai fait un combat, puis là, il est arrivé, puis il y a eu un bonus de plus 4 au combat, puis j'ai perdu le combat à cause de ça. » Mais moi, ça me fatigue un peu cet élément-là parce que, je l'ai dit au début, là, il y a 2 agents. On part avec 2 agents. Il faut que tu achètes difficilement le 3e. Chaque action est comptée. Chaque action est importante. Fait que pour moi, la personne qui a dépensé une action pour aller chercher une carte intrigue, à un moment donné, il faut que ça paye aussi. Il n'y a rien de gratuit dans le jeu. Tu n'obtiens pas ça, sans avoir investi là, des efforts considérables. Fait que pour moi, moi je ne vois pas d'inconvénient à ça. Puis quand il y a une bataille, si la personne a des cartes intrigues en main, ben planifie qu'elle a peut-être un bonus. Fait qu'arrange-toi pour avoir plus de troubles ou implique-toi pas. Je me permets un dernier point, puis je ne veux pas faire une discussion d'une demi-heure sur Dune Imperium, mais il y a une carte, il y a des cartes que j'ai pas trop aimées, c'est des cartes qui permettent d'enlever des cartes intrigues à l'autre joueur. Ça, j'ai trouvé ça difficile parce que tu prends ton temps, tu prends ton énergie, tu prends tes placements d'ouvriers pour réussir à avoir des cartes, puis avec l'effet d'une carte, quelqu'un va t'enlever tes cartes, c'est comme tu te fais détruire tes choses. Ça, c'est un des éléments des cartes intrigues que j'ai pas aimé. Sinon, le côté swing, je trouve ça correct, moi, pas de problème. Et voilà. Moi, je me permets un dernier point après le dernier point de Sylvain. Oui. C'est que vous m'avez pas plus convaincu d'y jouer, là, mais une petite question rapide. Je me demande, l'interaction dans le jeu, est-ce qu'elle est présente ou non, mettons, d'une échelle de 1 à 10, 10 étant interaction complète vraiment, puis 0 étant un jeu d'Uwe Rosenberg, ou de Stefan Feld, là, mettons, 0 interaction, ça se situerait où? 0 à 10? Ben moi, je mettrais un 7 certain, un 7-8. Là. Je dirais que l'élément du contrôle... Tous les aspects du jeu. Excuse-moi, Jeff. L'élément du contrôle, l'élément de placer des ça, puis l'espèce de petite guerre qui se fait à la fin du round est intéressante. Ça ramène de la tension, on envoie des armées, les cartes intrigues vont faire un petit swing. Fait que je dirais que l'interaction vient de là. C'est pas hyper interactif. Mais pas juste là, Sylvain.
Pas juste là, parce que effectivement, tu as le conflit, puis ça le dit, c'est un conflit. Fait que forcément, il y a de l'interaction. Mais écoute, l'achat des cartes, est-ce que je vais pouvoir acheter la carte avant lui? Parce que tu as le choix de finir ton tour quand tu veux. Fait que si tu finis avant pour avoir plus de cartes, pour pouvoir acheter des cartes, tu peux aller peut-être voler une carte à un autre joueur parce qu'il y a une carte qui est plus intéressante dans la rivière. La course des familles aussi. La course dans les familles, c'est un worker placement, encore là. Donc, je vais aller là parce que je ne vais pas aller là parce que je pense qu'il n'ira pas ce tour-là. D'après moi, je vais aller là. Ah, finalement, il est allé là. Merde, c'est là, je voulais aller en deuxième, je ne peux pas y aller. Fait que pour moi, c'est un jeu qui a quand même beaucoup d'interaction. Puis d'ailleurs, je trouve que c'est ce qui fait un peu son intérêt parce que on l'a dit, c'est 10 points, c'est tendu du début jusqu'à la fin. Steve, tu viens de le dire, l'influence des familles, il va monter avant moi, puis en haut de chacune des 4 familles, il y a un gros point de victoire qui est important. Là, fait que, moi, j'ai beaucoup... Fait qu'on parle 8 minutes de l'âge d'or, puis 45 minutes de Dune Imperium. C'est ça. C'est là où on voit là, qu'on a des passionnés ici. Moi, je pose une question, puis ma réponse, je veux que ça soit un chiffre, puis chacun me défile un paragraphe d'explication. OK, c'est bon. Alors, merci les gars Dune Imperium. OK, super. Maintenant, on va essayer de parler un petit peu moins longtemps, mais quand même, on va discuter des ruines perdues de Narak maintenant. Je pense que tout le monde ici y a joué. Ça se peut-tu? Oui. Steve, tu as-tu joué? OK. Bon. Oui, OK. oui. Selon vous, mettons qu'on devrait donner une note sur 10 là, à Narak, là, sur l'ensemble. OK? On fait juste dire notre note pour l'instant, puis on discutera après. Quelle note vous donnez sur l'ensemble du jeu? Moi, j'y vais avec un 8.5 facile. 9. 8 pour moi. Mais 8, c'est une bonne note. Hey, moi, j'y aurais... Très bonne. 8, c'est poche. OK, moi j'y vais avec un généreux 7. Ouh! Généreux, en plus. Moi honnêtement, alors, là, JP les ruines perdues de Narak, c'était un jeu que j'attendais énormément. Là. Vraiment, vraiment, j'étais excité de ce jeu-là. Je surveillais toutes les annonces, toutes les vidéos qui sortaient, les images, tout ça. Et mes attentes étaient peut-être là, défoncer le plafond. Et quand j'ai joué à 2 ma première partie. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, je dis pas de mensonge, moi. Ma première partie, j'ai joué à 2 et j'ai trouvé ça correct. Je me suis dit, bon, OK, je vais rejouer. On a rejoué à 2 encore, même personne. Et là, on dirait, j'avais le feeling de faire la même chose que j'avais fait à la première partie. J'ai joué une 3e partie à 3 et j'ai pas eu là, vraiment là, de sentiment de comme hey, c'était quelque chose de nouveau ou j'ai l'impression d'avoir été dans une direction que j'avais jamais été avant ou la prochaine fois je vais essayer telle chose. Puis après 3 parties, je me suis dit je vois même pas pourquoi je le garderais. Là, je sais qu'il y a une extension qui vient de sortir. À chaque fois que je vois des gens en parler, je me dis j'aimerais ça essayer l'extension, peut-être que ça me réconcilierait. Mais le jeu de base, honnêtement, ça m'a pas étonné. Ben, t'as-tu pensé à virer le plateau de côté? Déjà, en partant, tu aurais pu varier ta partie. Oui, je l'ai fait à la 3e partie. Mais oui, tu as raison, mais c'est sûr qu'à un moment donné, un jeu, ça reste un jeu, avec des règles, puis c'est un carré, c'est un carré de sable dans lequel tu vas t'amuser un peu. Tu peux pas commencer à sortir en dehors, puis on a parlé qu'on fallait suivre les règles, on voulait pas inventer des règles. Fait que, forcément, tu vas refaire un peu la même affaire, mais il y a des variantes pareilles, parce que moi, je trouve que ce qui va beaucoup influencer ta partie, puis là, je parle du jeu vanille, je parle pas de l'extension. Ce qui va influencer beaucoup ta partie, c'est les premières cartes que tu vas aller chercher. Parce que les premières cartes que tu vas aller chercher, celles qui vont être disponibles, que tu vas réussir à acheter avant les autres, vont te donner des ressources qui, des fois, vont te permettre de te guider. Comme, par exemple, je me dis, cette partie-là, là, je file dans la track de recherche, je ne m'occupe pas du reste, ou cette partie-là, je vais aller explorer. Mais si je ne suis pas capable de m'acheter une couple de cartes qui vont me donner des jetons d'exploration au début, ça se peut que j'aie de la difficulté à faire ça, ça se peut que je sois obligé de m'adapter puis de faire autre chose. Puis la grosse critique du jeu, c'est il faut faire la traque de recherche absolument. Ça, encore là, ça me fatigue, cette affaire-là. Oui, il faut faire la traque de recherche. Les points sont là. Mais comment tu vas monter dans ta traque de recherche? À quelle vitesse? Où tu vas aller trouver tes ressources? Avec quelle carte? Avec quel artefact? Avec quel lieu? C'est ça. C'est là que le jeu... Et c'est là que ça va faire la différence sur la traque de recherche. La traque de recherche, je pourrais dire toujours... excuse, vas-y, Steve. Les attentes. Ça, je trouve que c'est un méga piège de mettre un jeu sur un pied. Non, mais on tombe tous dedans. Peu importe, souvent, les jeux qu'on a souvent des trop grosses attentes. Moi, Narak,
C'est ça. Mais moi, Narak, je n'avais même pas entendu parler. C'est Jeff qui est arrivé avec ça chez nous, puis il met ça sur la table, puis je le trouvais super beau. Je dis, puis là, mon gars, tu sais, ça touchait tout le visuel. Moi, j'aime le deck building, fait que moi, je suis tombé sur le charme. Mais ça m'est déjà arrivé d'autres jeux d'avoir une attente super haute. Puis là, tu joues, puis tu dis, mon Dieu, OK, là, c'est pas ce que c'est rien que ça. J'aurais aimé que ça soit plus. Non, mais tu sais, c'est rien que ça. Ben, oui, je dirais que moi, pour amener, je pense que, puis là, je veux juste revenir 2 secondes sur la track de recherche qu'il y a. Il y a beaucoup de monde qui ont dit ça, puis je pense que j'ai fait un comparatif à un moment donné que j'ai bien aimé. C'est comme si tu joues aux Aventuriers du Rail. Il faut que tu fasses des destinations pour pouvoir gagner. Ben oui, c'est partie intégrante. Tu peux essayer de faire une partie sans faire de destination, mais à la base, dans Narak, la piste de recherche, c'est une des parties intégrantes du jeu, puis c'est correct. C'est pas une stratégie, c'est pas une espèce de OK, je vais y aller. Ça, c'est un heureux tout, tu peux te focus un peu plus, un peu moins. Mais moi, je dirais quelque chose qui m'a frappé, c'est moi aussi, j'ai été déçu à la première partie, je pense, de Narak. J'ai pas été enivré immédiatement. J'ai trouvé que le côté deck building, encore une fois, est un peu simpliste, un peu pas assez approfondi comme j'aurais voulu aimer. Sylvain, là, t'as dit j'ai pas été enivré. Ah oui, c'est complètement... On dirait que j'ai arrêté d'écouter à ce moment-là. Là. OK, continue. Hey, je sors mes beaux adjectifs, là. Vas-y, continue. Mais en fait, je dirais que c'est ça. Je m'attendais peut-être à un côté deck on vient de building. dégriser, Je dégrisais vite. Mais je m'attendais justement à un deck builder. Et quand j'ai joué à un parti, oh, OK, c'est très limité. Mais attends un peu, ça fait des choses très intéressantes. Puis comme Jeff disait, c'est un point intéressant, les cartes que tu vas aller chercher sont pas simplement des cartes comme bah je vais prendre cette carte-là parce que j'ai rien d'autre à acheter. Non, tu veux que tes cartes aient de l'importance immédiatement. Donc, right at the get-go, comme on dit en anglais, directement en commençant. Les cartes ont de l'importance, donc les cartes que tu vas aller chercher sont importantes, ils vont déterminer un peu vers où tu vas t'enligner. Puis je pense qu'à ma deuxième partie, c'est là que j'ai vraiment reconnu ça. Et là, 3, 4, 5 parties après, oh là, je trouve que le jeu a pris un intérêt vraiment plus prononcé pour moi. Puis c'est un bon point, Sylvain. Première partie, un peu déçu. Deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. Il faut jouer beaucoup à un jeu aussi pour le découvrir. Parce que des fois, là, le jeu, là, il révèle ses secrets après la 5e partie. C'est difficile, ça. Puis encore là, surtout dans le domaine où on est, je veux dire, on est tous des maniaques de jeux. On aime ça jouer à énormément de jeux. Et contrairement au commun des mortels, contrairement à la plupart des gens, on a moins l'occasion de retourner fréquemment à un jeu. Donc, on va souvent se faire arrêter ou se faire freiner après la 1, 2, 3e partie en se disant bon ben c'est notre opinion sur le fly parce que, et on se le cachera pas, on aime ça découvrir des jeux, on aime ça vouloir toucher à tout, quand la plupart des gens font comme ah j'aimerais ça jouer au même jeu, nous on est comme hey regarde mon nouveau jeu. Fait que question JP pour le prochain Foursquare qu'on va faire comme ça, est-ce que pour les influenceurs, les YouTubers ou les grands passionnés de jeu, ça prend le coup de foudre absolument pour pouvoir garder un jeu ou faut découvrir le jeu? Ça, c'est une bonne question parce que, honnêtement, des fois, moi, tu sais, Tom Vassal, je l'aime puis je l'aime pas. Ça dépend. Moi, ce que j'aime de Tom Vassal, c'est qu'il se gêne pas de dire les vraies affaires. Puis lui, il se gêne pas de dire ça. La plupart des jeux qu'il va présenter, c'est sûr que lui, il en a joué là, des milliers, là. Mais il va jouer souvent une partie. Puis sa critique va être basée sur cette partie-là, mais il va aussi aller chercher le feedback des autres joueurs qui étaient autour. Il va voir le potentiel sur longtemps. Il est rendu habitué là, de décortiquer un jeu qu'il a joué, puis de voir, OK, le potentiel de ce que j'ai pas expérimenté aujourd'hui, ça serait quoi? Moi, on dirait, j'ai pas, je me mets pas dans cette position-là. Moi, je vais jouer tant que j'ai du fun. Je me mettrai pas une pression de dire, OK, là, si je veux faire la critique de ce jeu-là, il faut que je joue 4 parties, ou il faut que je joue en solo, à 2 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs. Mais c'est peut-être une des raisons pourquoi aussi, puis là, on déborde du sujet, là, mais c'est peut-être une des raisons pourquoi aussi, depuis un moment, j'ai mis de côté les critiques. Volontairement, là, il y a aussi tout le contexte sanitaire qui faisait en sorte que j'étais limité dans les configurations que je pouvais jouer. Mais je pense qu'il y a un petit peu de ça. L'expérience de la personne qui parle avec les références qu'elle a derrière la cravate valent pour quelque chose. Mais en même temps, il faut garder assez de sagesse et de recul pour être capable de dire « Hey, j'ai joué juste une partie. C'est dur pour moi de dire que ce jeu-là est pas bon. »
après juste une partie, mais voici quand même là, ce que j'en ai pensé. Fait que selon moi, là, dans le meilleur des cas, là, honnêtement, la réponse, c'est d'y jouer plusieurs fois là, avant de donner son opinion. Mais c'est pas tout le monde qui va avoir la capacité que Tom Vassell a ou que... Selon moi, lui, c'est ma référence. Là. Il y en a sûrement d'autres dans le monde francophone. Mais selon moi, là, pour répondre à ta question, l'idéal, c'est d'y avoir joué plusieurs fois, idéalement dans des configurations différentes. Mais ça, c'est un sujet très intéressant. Il y a beaucoup de jeux. C'est un sujet très intéressant, puis c'est quelque chose que je faisais moi-même avant de faire une critique, avant de prétendre vouloir faire une critique. Je m'obligeais à jouer un certain nombre de parties, je m'obligeais à jouer un certain nombre de barèmes. J'avais des barèmes très, très énoncés, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est rendu difficile, surtout avec les situations sanitaires. Puis, comme je dis, quand on sait qu'est-ce que la personne dit, puis souvent, je vais prendre le soin de dire hey, « Écoutez, j'ai pas joué beaucoup, mais voici ce que j'en pense. » Puis je pense que mon opinion vaut ce qu'il vaut, parce que c'est juste mon opinion, mais il y a des gens qui aiment ça l'entendre quand même. Mais ça, regarde, écoute, c'est un autre sujet, je pense qu'on pourra en parler longtemps. On garde ça pour le prochain thème, parce que là, il faut parler du jeu, selon moi, qui est le plus beau dans les trois, c'est Iki. Et là, les gars, je vais nous donner un objectif. Là. C'est pas parce que le jeu est mauvais, là, mais on parle 3 minutes de Iki. Là. Alors, qui a joué à Iki? C'est bon. Fait que je vais commencer pour avoir les 3 minutes. Y a-tu juste toi puis moi, Jeff, qui a joué? Ouais, j'ai joué. J'ai pas joué. Ouais. Ah oui, Sylvain aussi, c'est vrai. Bon, Sylvain Vas-y, aussi. Jeff. Écoute, j'ai adoré le jeu. Comme je le disais, là, déjà de par sa facture visuelle puis la façon dont il est fait, l'iconographie est superbe. C'est vraiment un beau jeu. J'ai aimé lire l'histoire du jeu un peu. J'aime un jeu qui est capable de m'embarquer dans quelque chose. Puis le thème colle très, très bien aux mécaniques du jeu. J'ai vraiment l'impression d'être au marché de Edo, d'aller placer. Puis là, chacun des travailleurs, là, ils ont des noms. J'ai beaucoup de difficultés à les retenir parce que c'est en japonais. Là, mais j'ai trouvé ça très bien. Puis honnêtement, le jeu fonctionne bien aussi. C'est un autre jeu qui est assez tendu. On essaye de prendre le lead, mais on voit les choses là, aller. Puis il y a plusieurs façons là, d'aller chercher ces points. Puis des fois, tu as l'impression que quelqu'un s'enfuit. Puis à un moment donné, puis il y a quelqu'un qui rattrape. Puis je vous dirais que si vous avez la chance d'y jouer, ne négligez pas l'harmonie. Quand vous lirez les règles, vous allez comprendre, mais l'harmonie est l'une des façons de faire le plus de points rapidement dans le jeu. Et c'est très, très zen. C'est très feng shui. Il faut avoir de l'harmonie dans la disposition de nos artisans, dans nos échoppes. Donc, non, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup de plaisir. Puis c'est un jeu que je sens qu'il va rester dans ma collection. Moi, je vais couper l'herbe sous le pied de Sylvain avant qu'il prenne la parole. Parce que je sais que Sylvain va probablement parler du fait que des fois, on veut faire des trucs, puis on n'est pas capable d'y arriver parce que c'est un jeu qui est pratiquement plus tactique que stratégique, là, au sens où est-ce qu'à ton tour, tu fais ce qui est le mieux, puis tu le sais pas trop encore ce que tu vas faire au prochain tour parce que ça va dépendre de ce que les autres joueurs décident. Là. Tu peux te faire une vision à court terme, mais tu peux pas, comme dans, mettons, un euro, comme Trickery On, tu peux pas penser là, 4 tours ou 6 tours à l'avance, qu'est-ce que tu vas faire, puis tout ça. Là. Fait que ça, moi, ça m'a un peu titillé au début aussi, là, de dire je suis comme limité ou dépendant parce que les autres font, mais ça m'a comme titillé, mettons, les premiers tours. Puis en cours de partie, je me disais, ouais, mais faut l'accepter, ça, c'est tout le temps ça. Puis souvent, les jeux tactiques, j'aime moins ça un peu. Mais celui-là, comme Jeff l'a dit, là, je trouve que ça colle tellement bien. Je trouve que c'est cool le fait de dire, est-ce que je vais activer mon personnage juste parce que je veux pas activer lui de l'autre, puis y donner de l'expérience gratuite, puis peut-être que mon personnage, j'en ai même pas besoin de l'action, mais fuck you, je vais pas activer ton personnage, ok, là? T'sais, ça, j'aime ça. J'aime le fait que le feu vient comme tout raser, que tu peux te protéger quand même, recommencer à zéro, le set collection qui est là, les bâtiments que tu vas acheter. Moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé le jeu, je le trouve super beau en plus, là. J'aimerais ça qu'il y ait une version solo, là, mais c'est ça. Puis JP, tu dis qu'on ne peut pas préparer les choses, mais peut-être le seul volet qu'on peut préparer, c'est les bâtiments, justement. Parce que ça, il faut que tu le vois un peu à l'avance. Il faut que tu te prépares, puis il y a beaucoup de points à aller chercher. Sylvain, il te reste 14 secondes. 14 secondes. En fait, je vais faire un beau segue sur ce qu'on discutait il n'y a pas trop longtemps. Iki, j'ai joué une seule partie, donc mon opinion vaut ce qu'il vaut. J'ai trouvé le jeu intéressant, j'ai trouvé les qualités ludiques du jeu très intéressantes, mais c'est un jeu auquel je
me dit que je devrais jouer plusieurs fois pour bien l'apprécier. Et est-ce que je vais vraiment avoir l'occasion d'y jouer plusieurs fois? La réponse est probablement non. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas acquérir le jeu. Je dirais pas non une partie, mais je pense que c'est un jeu qui va gagner à être rejoué souvent. Et malheureusement, c'est pas un jeu que je me vois rejouer souvent. Et voilà, that's it. Sylvain, c'est le gars qui a fait 14 secondes. Sylvain, là, c'est le gars que je connais le plus capable de pouvoir faire un monologue pendant 45 minutes ou prendre son avis puis le condenser en 15 secondes puis te le pitcher dans la face. Wow! C'est le meilleur pour ça, honnêtement. Oh, c'est fin du OK, hey, alors, on a fini la catégorie expert. OK, les gars, on est rendu au jeu de l'année. Une catégorie qui avant s'appelait Jeux pour tous. Jeff, tantôt, tu parlais que tu n'étais pas d'accord avec le nom de cette catégorie-là. Non, pas du tout. Je trouve ça très pompeux. Jeu de l'année. Quand je regarde les nominés en plus, ou les nommés, tu sais, Happy City, jeu de l'année, j'ai rien contre le jeu, là, c'est un bon petit jeu, là, mais on a parlé de la catégorie expert de jeu très, très solide. Pour moi, c'est une catégorie grand public, tu sais. As d'or, catégorie grand public, ça aurait fait la job. As d'or, catégorie expert. Tu sais, si on fait 4 catégories, c'est 4 gagnants. Il n'y a pas un gagnant qui prime par-dessus tous les autres. Moi, je trouve ça un peu insultant pour les autres. Puis je trouve pas que c'est des jeux qui peuvent rentrer en compétition de toute façon. C'est trop difficile. Puis je sais que les gars, JP et Sylvain, vous avez fait vos top 100 à vie, des trucs comme ça. Je trouve ça extrêmement difficile de dire ce jeu-là, c'est le meilleur de tous les temps. Oui, je sais, Cloudspire. Ça a failli être 7e continent, hein, j'ai vu ça. Mais écoute, moi, de dire ça, là, non, je trouve. Puis je trouve pas que ce serait les bons titres pour le jeu de l'année. Je trouve que c'est une belle catégorie, mais bon, c'est ça. Moi, vois-tu, Jeff, là-dessus, puis écoute, oui. Non, vas-y, Sylvain, je mettais un time-out à Jeff sur son blabla. En fait, je dirais que... Ouais, c'est bon ça. En fait, je dirais que pour ma part, bon, faire les tops, c'est certain que c'est toujours difficile de pouvoir enligner des choses, de pouvoir choisir quels qui vont être par-dessus l'autre, mais je pense que moi, c'est surtout également, comme Jeff disait, dans la sélection des jeux. Je pense pas que c'est des jeux qui se prétendent se démarquer, c'est des jeux qui sont un peu plus milieu, un peu plus accessibles. Puis encore une fois, il aurait appelé la catégorie pour tous. Fantastique, mais là, de pouvoir dire jeu de l'année, je pense pas que ces jeux-là ont des capacités ludiques plus élevées que les autres jeux qu'on a pu nommer, que seraient dans les deux autres catégories. Je pense qu'encore une fois, c'est des jeux qui sont plus accessibles. Oui, je suis d'accord, jeu pour tous, ça serait un terme qui serait beaucoup plus applicable, mais que voulez-vous? Hein? En fait, les gars, là, la catégorie jeu de l'année, c'est qu'on passe à côté d'un point important là, dans notre discussion, c'est que c'est un titre qui est purement promotionnel et marketing. Là. Le jeu de l'année, c'est le titre dans la catégorie là, de toute la célébration de l'As d'or que les médias vont mettre de l'avant. Et quand je parle de médias, je parle pas de la page Facebook des ludistes francophones. C'est des journaux comme Le Monde, des journaux populaires là, côté européen qui vont dire voici le jeu de société qui a gagné la catégorie de le jeu de l'année. Et l'objectif n'est pas de dire voici le meilleur jeu qui a sorti cette année, mais l'objectif, c'est de mettre de l'avant le jeu de société en général, de promouvoir le jeu de société et de dire voici le jeu qui, on pense, est le meilleur, entre guillemets, dans la catégorie des jeux qui s'adressent à monsieur et madame tout le monde. Fait qu'il y a des critères aussi pour que ça fasse bien. Faut que ça soit un jeu que les règles sont simples, que le livret de règles est bien divisé. Il faut que le jeu soit attrayant. Il faut qu'on ait du plaisir. Il faut que ça soit pas trop long. Il faut que tout le monde puisse être capable d'y jouer. Il y a des points un peu aussi là, très précis au niveau de la présentation. Il faut que le dessus de la boîte soit attrayant. Il faut que le nom de l'auteur soit mise en évidence. Fait que là-dessus, je peux dire que ces jeux-là, en tout cas, là, on en reparlera tantôt, mais je trouve que ça respecte bien ces critères-là. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que Jeff a dit, ce que Sylvain a dit, sauf que quand on dit « je pense que ça, c'est le meilleur jeu, c'est le jeu de l'année », ben c'est pas ça que le titre prétend. Je trouve que c'est peut-être trompeur comme nom, mais sachant un peu l'intention derrière, je me dis plus comme OK, là, je comprends le but. Là.
Ouais, puis avec cette explication-là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est juste le titre, le fait de nommer jeu de l'année. Mais je suis tout à fait d'accord, tu as mis le doigt dessus, JP. C'est nous, l'élite, qui est encore une fois frustrée. Hein? Frustré, OK, alors on a Happy City, Cartaventura et Seven Wonders Architect. Et là, les gars, là, faut condenser. Là. Il nous reste à peine 10 minutes pour notre vidéo. Là. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait me parler de Happy City? Et ben, moi, je vais parler d'Happy City. Je vais faire ça très bref. Happy City est un jeu de draft de cartes. On va tenter de devoir se construire un petit moteur. Donc, on va acheter des cartes qui vont aller dans notre tableau. Et notre tableau va nous donner de l'argent. Donc, à chacun des tours, on va avoir de l'argent pour acheter d'autres cartes. Le but, c'est de réussir à se créer un petit tableau. Et lorsqu'on va compléter un tableau d'un certain nombre de cartes, j'ai plus le nombre exact, à ce moment-là, on va procéder au décompte des points. Ce qui fait en sorte que le jeu est original, c'est que, outre sa présentation très colorée, très familiale, très joli, on s'entend, le jeu est très mignon à voir. La façon de faire des points va être avec de cumuler des icônes de bonheur avec des icônes de population. On va multiplier notre bonheur par notre population pour avoir le score final. Donc on va devoir tenter d'aller chercher des cartes qui vont nous donner du bonheur, nous donner de la population, mais également nous donner de l'argent, de manière à se faire un petit engin de pouvoir faire de l'argent. Donc un petit engine builder relié avec du draft de cartes qui va avoir au milieu, avec un petit système de course, parce qu'on s'entend que c'est une course les premiers joueurs qui arrivent avec un certain nombre de bâtiments va clore la partie. À ce moment-là, ça va faire en sorte qu'on va décider, est-ce qu'on va décider de clencher pour pouvoir essayer de mettre fin à la partie et ainsi devoir gagner avant que les autres aient réussi à créer leur moteur, ou prendre le temps de créer son moteur afin de pouvoir gagner la partie. Sylvain, t'as-tu appris un texte par cœur? Pas en tout. OK. Hey, ça fait longtemps, merci Sylvain, ça fait longtemps que j'ai pas entendu Steve. Steve, parle-moi donc de Seven Wonders. Oui, Seven Wonders, très, très bon jeu où on doit construire notre merveille. Donc, il y a un petit principe de draft de cartes, donc chez nos voisins, et la carte mystère qui est au centre. On va chercher les petites thématiques de Seven Wonders où on a quand même le côté militaire, qu'on veut essayer d'avoir la majorité au niveau militaire. On a quand même la recherche aussi, les jetons verts. Là, je recherche le nom, mais... Scientifique. La science, ouais, c'est ça. Ça qui va créer un peu de nouveauté à chaque partie. Aussi, c'est sûr que le choix de sa merveille va créer aussi certaines habiletés particulières. Donc, on se dépêche, le premier qui réussit à construire sa merveille met fin à la partie. Ce qui est le fun, c'est que le jeu se joue quand même rapidement. C'est le genre de jeu, pour avoir joué beaucoup avec ma famille, où on a aligné 3-4 parties de suite, on échange notre merveille. Donc, c'est un peu ça. Donc, Seven Wonders Architect. Le plus simple de la famille. Mm-hmm. Oui, vraiment. Et mais c'est là qu'il brille, c'est ça que tu as dit? Oui, c'est là qu'il brille, dans le sens, c'est par sa simplicité. Tu t'installes vite, tu donnes chacun sa merveille, on s'installe, puis... Je vais vous parler de Cartaventura. C'est le scénario Lassa qui est mis de l'avant. Cartaventura, c'est une toute petite boîte. À l'intérieur, il y a 70 cartes, recto verso. C'est un jeu coopératif. C'est un jeu narratif aussi, avec des choix. Le jeu n'est pas sans rappeler le 7e continent. Excusez-moi, j'ai eu un petit haut le cœur. Le 7e continent, dans sa disposition, là, dans le monde qui va prendre forme avec des cartes qu'on va positionner devant nous et sur lesquelles on va se déplacer si on veut. Mais selon moi, déjà là, c'est meilleur que le 7e continent. Ce qui est intéressant dans Cartaventura, c'est que on va faire des choix. Et souvent, ça va être, tu fais-tu le choix A ou tu fais le choix B? Et il va toujours y avoir un avantage et une conséquence. Tu peux faire le choix. Par exemple, si tu veux te déplacer pour aller à tel endroit, ben, tu peux décider d'embarquer dans la charrette. Par contre, ça va te coûter 2 pièces d'or. Ou tu peux décider d'y aller à pied. Par contre, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer sur ton chemin, puis ça va nécessairement être plus long aussi. Alors, tu as des choix A, choix B, et ce qui est vraiment excellent dans Cartaventura, c'est que tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas mourir. En fait, il y a 5 conclusions au jeu. Il y a 5 fins dans chaque scénario. Et oui, il y a des fins qui vont être
considérés comme des défaites, au sens où est-ce que tu n'as pas réussi la trame principale, tu n'as pas réussi ta mission, mais après l'histoire, on va décrire quelle est la conclusion, quel est le dénouement avec les choix que tu as faits. Il y a beaucoup de tuiles qu'on va retourner au fur et à mesure que la partie va avancer selon nos choix. Il y a des choses qu'on ne verra pas pendant notre première partie, donc on peut décider d'en refaire une deuxième pour essayer d'explorer une nouvelle avenue, arriver à une conclusion différente. Il y a 3 scénarios, je pense, qui sont disponibles. Il y a le dernier, le Oklahoma, qui est sorti récemment, je crois, du côté de l'Europe. Moi, pour de vrai, j'ai été étonné tout de même. Là, je trouvais ça intéressant. Mais je trouve, en tout cas, je suis le seul à l'avoir joué, je crois, ici. Ouais. Personne d'autre a joué. Bon, fait que je vais tout de suite dire ce que j'ai à dire sur le jeu. Là, ça va prendre 30 secondes. J'ai trouvé ça très bien en solo. C'est probablement jamais un jeu que je jouerais en multijoueur. Là. C'est un jeu dont vous êtes le héros. C'est comme lire une histoire. En fait, il n'y a pas de mécanisme de jeu comme des dés, du placement d'ouvriers. C'est juste du texte. Je fais un choix, je dévoile une carte, je réfléchis, je dévoile une carte. Mais ça marche bien. C'est pas trop long non plus. Mais par contre, je veux dire qu'après avoir arrivé à un dénouement, j'ai peu d'intérêt à réessayer l'aventure pour arriver à un dénouement différent. Voilà ce que j'avais à dire sur le jeu. Avez-vous des questions? Sinon, on passe au prochain titre. C'est un peu de lien avec Call to Adventures? J'ai pas joué à Call to Adventure. Ah, ok. Je ne saurais dire. Okay, en fait, ben, ça, j'ai rien à dire malheureusement. Écoute, c'est un petit jeu. Quand j'ai vu, j'ai été surpris par la boîte. Je m'attendais à voir une boîte plus grosse. Puis quand j'ai vu la boîte en magasin, j'ai comme, OK, toute petite boîte, c'est vraiment tout petit. OK. 70 cartes. Puis c'est un scénario comme ça, comme je vous le disais. Là. Moi, j'ai trouvé ça bien intéressant. Mais c'est ça, comme je disais, une aventure en solo, selon moi, là, au maximum à 2 joueurs. Tu parlais de... surpris. Oui, vas-y. Excuse-moi, ben, tu parlais de marketing tantôt, JP. Moi, je trouve que c'est la boîte qui fait le moins marketing. Déjà, le nom est difficile à lire sur la boîte, il est difficile à retenir. En tout cas, je trouve que de ce côté-là, ils ont manqué leur coup. Je m'en allais exactement là, Jeff. Je trouve que des 3, c'est le jeu qui se démarque un peu le moins. On va revenir à Happy City. Happy City est très coloré. Happy City est un jeu très simple, mais c'est un jeu qui mise beaucoup sur le visuel. Et moi, c'est ce qui m'avait attiré. Je suis comme, c'est mignon, c'est joli. J'ai joué avec ma fille. Ma fille a trouvé ça super beau. Seven Wonders Architect a une production absolument incroyable. Tire sur une franchise qui est connue, amène un jeu qui est, oui, plus simple, mais c'est probablement le premier jeu que je sortirais. Quelqu'un qui me dirait, hey, tu connais ça les jeux de société? Moi, j'ai joué au Monopoly puis au Destin, là. Qu'est-ce que tu pourrais me proposer? Regarde, voici Seven Wonders Architect. Puis savez-vous quoi? J'aurais autant de plaisir que lui à découvrir, à jouer à ce jeu-là, parce que c'est un jeu qui est simple, mais qui fait la job. Ouais, exact. Il reste pas là trop longtemps. Et je trouve qu'il va tirer beaucoup de ficelles qui vont être très intéressantes pour un jeu de ce type-là. Et lorsqu'on parle de jeux qui sont justement à pousser côté marketing, dans le temps des fêtes, moi je le disais, c'est comme suggestion de Noël. Seven Wonders Architect était vraiment un jeu que je peux pousser à pratiquement n'importe quel public. Oui, moi je l'ai sorti même à ma mère qui a 80, dans les 80, 84. J'ai sorti ça, puis elle a joué, elle l'a pris en main quand même facilement. Et, fait qu'effectivement, ça va chercher vraiment une belle auditoire. Là, quand on parle du 9 à 99, là, mettons, là, ça va vraiment chercher un grand auditoire là, pour Seven Wonders. Ouais. Puis Sylvain t'a nommé une qualité importante parce qu'on va diffuser bientôt nos meilleurs jeux d'introduction, les 2 pions. Puis une des qualités importantes pour moi d'un jeu d'introduction, c'est oui, il faut qu'il soit facile à apprendre à un nouveau joueur, mais il faut qu'un joueur expert qui va apprendre le jeu à ces nouveaux joueurs-là, il faut qu'il soit capable de trouver son plaisir aussi. Ça, pour moi, c'est une qualité. Dans ce temps-là, c'est mes jeux préférés d'introduction. Puis c'est les jeux que moi, je vais avoir le goût de ressortir tout le temps parce que je prends plaisir aussi à y jouer. Puis effectivement, Seven Wonders Architect va chercher cet élément-là. C'est un jeu simple, mais il est le fun. Il est comme... Puis j'ai des gens qui m'ont dit, mais c'est bien trop simple. Il faut pas s'attendre à voir le prochain Graal du jeu de société. C'est comme c'est pas le prochain Ark Nova qui arrive. Non. C'est Seven Wonders Architect. Ça marche bien. C'est tout. Il fallait que Sylvain plug Ark Nova dans la vidéo. C'est fait. C'était obligatoire. C'était sa mission.
Il a réussi, check. Et voilà, je peux en aller, merci. Bye. Mais moi, je veux juste dire que j'ai joué à Happy City, puis excuse-moi, JP, j'ai joué à Happy City, puis moi, c'est un jeu qui m'a laissé beaucoup sur mon appétit. Là. Je l'ai trouvé, j'ai joué plusieurs parties, là, puis je refaisais exactement la même chose à chaque fois, puis il y a quelque chose qui m'a pas, en tout cas, après 5-6 parties certains, là, j'avais plus le goût d'y jouer. C'est un jeu pour un joueur de jeu de société aguerri qui va faire un 5 parties, puis qu'après ça, on voit l'impression d'avoir fait le tour. Moi, je l'ai joué avec ma fille. Ma fille, elle avait 9 ans à l'époque. C'est un jeu qu'elle a bien aimé, c'est simple. J'ai montré un petit côté engine building, mais moi, j'avais pas le goût d'y retourner tant que ça. Pourtant, ça va chercher un thème que j'aime beaucoup, le engine building, la création de ville. C'est comme des choses que j'aime, mais oui, je peux reconnaître c'est un jeu familial, mais c'est pas un jeu qui, justement, qui me donnait le goût de comme... J'ai fait le tour à un moment donné. Puis Sylvain, quand tu dis elle avait 9 ans à l'époque, aujourd'hui, elle a 19 ans, je pense, c'est ça? Ouais. Non, bien d'avoir 10, c'est important. OK. Hey, si les gars, mettons, en juste 2-3 mots, là, chacun des titres, on dirait sa plus grande force. Moi, vu que j'ai joué à Carte Aventura, mettons sa plus grande force, sa plus grande faiblesse. OK? Moi, Carte Aventura, je dirais plus grande force, c'est probablement dans les 3 titres le plus original. Je dirais ça, là, dans la côté narration, l'évolution de l'histoire. Puis moi, pour avoir joué là, au moins un scénario, il y a quand même des revirements de situation, des choses que j'ai fait. Oh boy, je pensais vraiment pas que ça s'en allait par là. Ça, j'ai trouvé ça cool. Le point faible, selon moi, c'est que côté marketing, côté mise à l'avant, au-delà de la présentation de la boîte, vu que c'est un jeu dont vous êtes le héros, je trouve que, et là ça reste personnel, c'est propre à moi-même, selon moi c'est un jeu qui va briller dans sa configuration en solitaire. Je trouve ça un peu particulier de dire hey, le jeu de l'année, c'est un jeu qui va être le plus efficace en solitaire. Je trouve que ça étire dans le pied un petit peu. Parlez-moi un peu là, de... Et pourtant, il joue jusqu'à 6 joueurs. Oui, je le sais, mais honnêtement, il n'y a pas de tour de jeu. Là. Il n'y a pas de tu fais une action, c'est collectivement, on décide qu'est-ce qui se passe. Fait que dans une configuration comme ça, c'est comme lire un livre à 6. Tu lis une phrase, je lis une phrase. Non, c'est ça. Parlez-moi de Seven Wonders Architect, le plus grand point positif et la plus grande faiblesse. Une personne. Première personne qui parle. Steve, go. Ben moi, vite, il brille par sa simplicité. Je pense que la mise en place est simple. On prend le petit boîtier, fait que c'est sa simplicité. Puis je dirais sa plus grande faiblesse, je dirais sa durée. C'est quand même, tu t'installes, mais le jeu va quand même assez vite. Mais j'ai de la misère à y trouver vraiment, la comparaison qu'on va faire, que les gens vont faire avec Seven Wonders. Je pense que si le jeu ne s'était pas appelé Seven Wonders Architect, est-ce que ça l'aurait aidé? Est-ce que ça l'aurait nuit? Je peux même pas me prononcer là-dessus. Mais le fait qu'il y ait ce branding-là est une espèce de couteau à double tranchant qui fait en sorte que le jeu va être, pour certains, vont dire ben, c'est quelque chose que je connais, puis d'autres vont, est-ce que ça aurait été plus marketing de l'appeler juste Architect? Je sais pas, je peux même pas le dire là-dessus, mais je pense que c'est à double tranchant. Ben, parce qu'on j'allais dire. Ouais, vas-y, c'est. Ben, dans le fond, ce que j'allais dire, c'est que pour avoir lu des critiques, parce qu'à un moment donné, j'avais quasiment backé, je m'étais dit, je pense que je ne l'achèterai pas. Le monde, ils veulent le vendre parce qu'il est trop simple. Justement, puis probablement c'est à cause de l'attente de Seven Wonders. Mais j'y ai joué, j'ai dit. Puis j'ai joué avec ma conjointe, puis souvent, moi, il touche vraiment une clientèle bien précise. Justement, quand on parle d'initiation et tout, je pense que c'est là qui brille. Puis, ma blonde, des fois, elle dit moi, j'ai le goût qu'on s'installe, qu'on joue vite. On finit de souper, on n'a pas beaucoup de temps, on s'installe, on joue le jeu, puis c'est fini. Ben, il rentre dans ce cadre-là. Oui, puis moi, j'allais dans le même sens que Sylvain. Là, la franchise Seven Wonders, c'est sa force et sa faiblesse en même temps, parce que il amène des attentes. Par contre, il est backé par beaucoup d'éléments de Seven Wonders, de force du jeu qui reviennent dans le jeu sur leur version la plus simplifiée. Mais je trouve qu'avec ça, ils sont rendus maintenant avec une espèce de catalogue complet de jeux. Il va leur manquer peut-être le volet très, très expert, admettons, là, parce que tu as Architect pour l'introduction, Seven Wonders classique, après ça pour les initiés, mettons.
Puis t'as la version Legacy. Ouais, exactement. Puis tu as la version 2 joueurs que je trouve excellente. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo sur les meilleurs jeux à 2 joueurs. Et moi, c'est de loin mon préféré. C'est mon meilleur jeu à 2 joueurs. Je trouve que c'est une perle. Commence pas ça, Jeff. Okay. Sylvain va vouloir embarquer. Là. OK. J'embarque pas là-dedans. Vu que c'est moi le modérateur, j'ai le droit à un dernier petit mot. Mais vous en avez pas parlé, mais le gros point fort, moi, là, j'ai pas joué d'architecte, là, mais mon gros point fort, tout de suite de même, c'est la production. Fait que, le matériel. Happy City, point fort, point faible. Ouais. Happy City, allons-y avec le point fort. Une boîte très attrayante. Je la vois, j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de la prendre, j'ai envie d'y faire un câlin. J'ai le bel arc-en-ciel, c'est joli, c'est parfait. Point faible, le jeu s'essouffle très rapidement. Boum. Et voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Et voilà. Alors, les gars, j'espère que mon montage va pas bugger. Dites-moi là si ça bug, mais on est rendu au podium. On est rendu à déterminer. On est rendu à déterminer ensemble quels seront les gagnants selon nous. Et là, ça fait 1 heure qu'on jase des nommés à l'As d'or. Et là, il faut se prononcer. Et là, je veux dire à tous nos auditeurs que on va prendre position en fonction des jeux qu'on pense qui vont gagner et non pas des jeux qu'on aimerait voir gagner. Moi, il y a des jeux parmi les nommés que je me dis « Hey, celui-là, je l'aime tellement, j'aimerais ça qu'il gagne. Moi, si j'étais un membre du jury, c'est pour celui-là que je voterais. » Mais là, on essaie de se mettre à la place des jurés, on essaie de se mettre à la place de monsieur et madame tout le monde. Quel est le jeu qui, selon nous, on va voir apparaître sur le podium. Et même si à l'écran, vous voyez le podium avec les positions 1, 2, 3, bon, ça, c'est juste parce que j'ai pas eu le temps d'éditer le podium, là. Mais la position numéro 3, ça va être le jeu dans la catégorie initié. Alors, les gars, êtes-vous prêts à vous prononcer? Je vais y aller en premier, étant donné que je n'ai pas joué au jeu. Hein? Mais je vais y aller avec, celui que je crois qui devrait gagner, Living Forest. Alors c'est un vote pour Living Forest de la part de Sylvain. Je vais enchaîner avec mon choix. Écoutez, moi j'ai joué à 2 des 3 jeux. Non, excusez, j'ai joué seulement à Oltré, mais j'ai lu les règles de Living Forest. Je me suis beaucoup informé, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur de nouvelles contrées aussi. Mais selon moi, c'est aussi Living Forest qui va l'emporter. Jeff, toi? Ah, c'est moi qui va? Okay. Allez-y. Moi, je pense que ça va être Oltré. Pour, je pense, sa production, son petit côté innovateur, on pourrait dire un peu nouveau côté narratif. Moi, je pense que Oltré va aller chercher ça. Jeff? Ouais, moi, ça va être Living Forest. Oh non, mauvais bord. Une chance que tu n'as pas voté pour Oltré. On aurait été dans le trouble. OK, alors sur le podium, on va les mettre en 3e place, mais ça veut tout simplement dire gagnant selon nous, la majorité de nous 4, du moins, Living Forest. Enchaînons maintenant avec la catégorie expert. Les vrais gros jeux, là. Alors, on avait, je le rappelle, Iki, Narak et Dune Imperium. Cette fois, on commence à l'envers. On y va Jeff, Steve, moi et Sylvain. Alors, Jeff, selon toi? Écoute, je pense que le gagnant de cette catégorie-là va être Les Ruines perdues de Narak. Narak. Et je vais dans le même sens. Narak devrait aller chercher la palme à ce niveau-là. OK, intéressant. Moi, les gars, je vais ailleurs. Je vais avec Iki. Iki, c'est... Je veux dire, ils peuvent pas ne pas faire gagner Iki, là. C'est tellement bon. Tu mets de la pression, là. Ah oui, l'attention. Alors, moi, je vais y aller avec la famille Narak. Je crois que c'est le jeu qui va remporter. OK, bon. Alors, Narak... Surprise, personne n'a choisi Dune Imperium. Je suis très surpris. Hey, pour vrai, sur les réseaux sociaux, ça a l'air d'être un jeu quand même apprécié. Là. Moi, j'ai pas joué, mais... OK. Hey, c'est 3 excellents jeux pour vrai. Là, c'est une catégorie que je trouve très difficile. Ouais, une belle brochette, là, la catégorie expert, là, honnêtement. Hey, là, on est rendu à déterminer le jeu de l'année. Là.
Le jeu qui va être dans les journaux, là, qui va faire la promotion. On le rappelle, l'objectif, c'est de dire on veut faire découvrir le jeu de société à monsieur et madame tout le monde. Alors, on avait dans cette catégorie-là Seven Wonders Architect, Carte Aventura et Happy City. Cette fois-ci, on y va. Steve, Sylvain, moi, Jeff. Alors, j'y vais avec Seven Wonders Architect. Mon vote va également à Seven Wonders Architect, un jeu absolument génial pour faire découvrir le hobby à l'univers entier. Oh oui. Ah ben là, ça va être anticlimatique parce que moi, je vote pour Seven Wonders Architect aussi. Donc, est-ce que mon vote a de l'importance? Oui, ben, peut-être parce que si tu dis Seven Wonders Architect, on est unanime. Eh bien, je vais dire Seven Wonders Architect. Oh. Est-ce que c'est ton vrai choix ou tu l'as dit juste à cause de la pression? Non, c'est mon vrai choix. Hey, on est unanime, les gars. Si c'est pas Seven Wonders Architect qui gagne, va falloir que chacun individuellement, on fasse une vidéo d'excuses publiques. Alors, attendez un peu, je vais aller mettre Seven Wonders Architect sur le podium. Alors, nos chers auditeurs, vous avez devant les yeux ce qui, selon nous quatre, ce qui, selon l'école du jeu et les deux pions, en majorité du moins, devrait ressembler les gagnants dans ces trois catégories. Je vous le rappelle, on a exclu la catégorie enfant. Les gagnants de l'As d'or 2022 avec Living Forest, la catégorie initiée, Les Ruines perdues de Narak pour le jeu expert et le jeu de l'année qui devrait être mis à l'avant dans les médias, Seven Wonders Architect. Savez-vous, les gars, c'est quand la date officielle ou que les gagnants vont être dévoilés? Je sais même pas la date officielle. Non. C'est une bonne idée. On va voir passer ça sur les réseaux sociaux. C'est bon. Et là, avant de conclure, les gars, j'ai une dernière question pour vous. Êtes-vous prêts? Non. Et ça, c'est une question qui s'adresse aussi à nos auditeurs. Et pendant que vous allez nous entendre répondre, vous pouvez aller dans la section commentaires, puis en même temps que vous nous écoutez, vous pouvez écrire la réponse à cette question-là selon vous. Alors, ma question est la suivante. Selon vous, quels sont les grands oubliés de l'As d'or 2022? Quels sont les jeux qui, selon vous, là, selon vos tripes, c'est quoi les jeux qui auraient dû se retrouver dans une de ces catégories-là et qu'on ne voit pas? Et on commence ça avec Monsieur Jeff Savoie. Yes, je commence, good. Oh ça veut dire que je me ferai pas couper à la fin. Hey, écoute, pour vrai, là, j'en ai une bonne liste. Il y a eu vraiment des bons jeux. J'en ai comme 5. Là, je suis là. Qu'est-ce que je vais dire? Mais je vais pas en dire 5. Je vais en nommer quelques-uns. J'ai vraiment, vraiment adoré Beyond the Sun. La version française s'en vient ou est proche. Ou si vous n'avez pas mis la main dessus, là, ça devrait pas tarder. Peut-être qu'en Europe, vous êtes plus chanceux que nous autres. Moi, j'ai joué en anglais. Et il serait éligible théoriquement. Donc, c'est un excellent jeu pour la catégorie expert. Mais j'ai beaucoup aimé Brésil Impérial, Praga, Mur d'Adrien. Il a dit qu'il n'aimerait pas les 5. Puis je l'ai fait. Et puis pour la catégorie initiée, mon choix facile, un grand oublié tant qu'à moi, Cascadia. Alors, Jeff a tout dit mes choix. Et voilà. T'as plus besoin de parler. Pour vrai? Jeff a nommé tout ce que je voulais dire. En fait, moi, j'aurais mis le doigt sur Beyond the Sun aussi. T'as nommé Jeff avant parce que sinon, j'aurais été garagé là-dessus. Oui. Puis, je dirais aussi Cascadia, et probablement, puis comme Jeff disait dans la catégorie initiée, Cascadia est un jeu qui coule bien. C'est un jeu que j'ai envie de montrer aux gens. C'est un jeu que j'ai du plaisir à jouer également. Un peu comme... C'est vraiment un jeu qui est le fun à mettre sur la table, qui a une belle présence. Puis c'est un jeu qui, je pense, gagne à être connu au grand public. Fait que je serai pas très original parce que je vais nommer certains jeux qu'il a nommés. Il faut dire aussi que c'est difficile de trouver des jeux qui sont nécessairement sortis en français. En Europe, vous voyez le jeu qui arrive, c'est souvent une nouveauté pour vous. Nous, on a tendance à avoir beaucoup de jeux en anglais, donc il y a certains jeux comme Beyond the Sun, pour moi, c'était mon jeu de l'année 2020. Je dirais que c'est assez difficile de faire le choix, mais je pense que je m'arrêterais Beyond the Sun et Cascadia. J'aime beaucoup tes choix, Sylvain. Tu sais, des fois, là, il y a des gens qui vont au restaurant, puis sont comme trop gênés pour commander, puis ils disent «
Ah, je vais prendre la même chose. On dirait que Sylvain a comme trop été étonné par la question. Il a écouté Jeff, puis il a dit « Ah, j'ai pas le temps de réfléchir à une réponse. Ah, je vais dire la même chose. » Non, mais c'est parce que les gens... Moi avant, et les Jeff gens aurait eu l'air intéressant, parce Sylvain. qu'il a eu ses choix. Et moi, j'avais déjà mes choix prêts. Sylvain, il dit la vérité. Vous le savez pas, mais Sylvain de l'école du jeu, sa référence, c'est Jeff Savoie. Là. Maintenant, vous le savez. C'est qui a fait découvrir Beyond the Sun à Jeff Savoie? Ok, les gars, je vous ai assez entendu. Là, je vais écouter Steve. Donc, un grand oublié dans l'expert, moi, c'est Hank, les dieux d'Égypte. Moi, je trouvais qu'il amenait une nouvelle formule au niveau des actions. Moi, j'ai tripé sur ce jeu-là. J'ai aimé les différentes mécaniques. Et peut-être dans l'initié, un que moi, j'aime bien, c'est Lueur, un peu dans le Living Forest, où que tu fais ton petit engine building, tu roules des dés, tu te déplaces sur une carte. Je trouve que c'est un jeu qui aurait pu facilement être dans l'initié, selon moi. Fait que c'est deux oubliés de ma part. Intéressant. Lueur, moi j'ai pas joué, là, mais c'est-tu même complexité que Living Forest? Parce que faut se rappeler que la frontière entre initié et expert est mince, là. Je l'aurais pas mis dans Expert. Là. Il est plus simple que Iki, Dune et Narak. Là. Clairement. C'est bon. Hey, les gars, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais vous êtes à côté de la plaque. Là. Moi, je me permets une petite bifurcation, là. Mais moi, je vous surprends puis je m'en vais dans la catégorie enfant. Dans la catégorie enfant, là, c'est une grossière erreur de ne pas voir Unlock Kids. Je sais, là, Jeff et Steve, vous êtes peut-être plus rendus là. Sylvain, je sais pas si tu l'as récupéré, là, mais pour vrai, là, moi et mes enfants, on a dévoré les 6 scénarios. C'est excellent. C'est rempli de surprises, des clins d'œil. C'est court, c'est simple. C'est vraiment, vraiment bon. Et même si j'ai pas joué, là, je ne peux pas ne pas mentionner Chronicles Kids, qui est la version pour enfants de Chronicles of Crime aussi. Là, honnêtement, là, Unlock, selon moi, aurait dû se retrouver là. Puis Chronicles Kids, probablement, j'aurais pas été surpris de le voir apparaître. Mais la vraie erreur, selon moi, du juré de l'As d'or, là, c'est de ne pas avoir mis nulle part Welcome to the Moon. Welcome to the Moon, les gars, là, y a-tu quelqu'un qui a joué? Non. J'ai pas eu la chance, malheureusement. Ben, c'est pour ça que vous l'avez pas dit, là. C'est pour ça. Parce que, c'est pour vrai, là, Welcome to the Moon aurait dû être dans la catégorie initiée. Il n'aurait pas été dans le jeu de l'année. Parce que, bon, on va le comparer, la complexité là, de Welcome to au jeu qu'on a mentionné. Là, selon moi, c'est un petit peu plus. Là, fait que dans la catégorie initiée, selon moi, il aurait eu sa place. Là. Mais ça, c'est une grossière erreur. Là. Toute la production du jeu, l'aspect campagne, les scénarios, les 8 façons de jouer différentes. Tout est vraiment bon dans ce jeu-là. En plus que Welcome est sorti en quelle année? En 2018, je pense. Le jeu avait même pas été... 2018. En 2018, ouais, il n'avait même pas été nommé en 2018. Je pense que le mécanisme de flip and write ou roll and write est un mécanisme qui est peu apprécié là, dans la formule de l'As d'or. Peut-être une des raisons pourquoi le mur d'Adrien il figure pas dans la catégorie expert, parce que moi aussi, là, j'en ai pas parlé, mais c'est parce que Jeff l'avait mentionné. Là, un excellent jeu qui, selon moi, aurait dû se retrouver là. Mais Welcome to the Moon, honnêtement, là, il l'aurait mis dans la catégorie initiée, ça aurait été sa place. Il aurait décidé de le mettre dans la catégorie expert, j'aurais dit « Ok, oui, c'est beau. » Il aurait décidé de le mettre dans le jeu de l'année, j'aurais accepté. C'est le gros bémol, selon moi, là, avec les nominations de cette année. Mais JP, un autre sujet, JP, les roll and write ont-ils leur place dans ces concours-là? Est-ce que c'est des vrais jeux de société? Je pense que oui. C'est des vrais jeux de société, mais souvent, ils vont avoir un aspect de multiplayer solitaire. Là.
Chacun joue chacun de son côté. Mais on va retrouver des exceptions à ça. Là. Mais c'est moi, je le vois d'une façon totalement... Tu sais, tantôt on parlait de Carte Aventura. Là. Carte Aventura, c'est... Entre Welcome to et Carte Aventura, là, je veux dire, Carte Aventura, ça c'est beaucoup plus solitaire que Welcome to, là. Je veux dire, on peut pas venir me reprocher ça, là. Ah. Non, moi, je vois même pas la différence. Pour moi, un roll and write, un flip and write, c'est un jeu de société à part entière. Je veux même pas de distinction par rapport à ça. Mais JP, t'as amené un point intéressant avec les Unlock Kids, qui est un jeu que j'ai dans mon cart. J'attends d'avoir une commande pour pouvoir l'acheter. Tes enfants vont aimer ça, là, c'est sûr. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Si je peux me permettre une petite chose pour essayer d'avoir de l'air original, parce que j'ai juste recité des jeux de Jeff, il faut que je travaille. Écoute, il m'a volé mes choix, on s'entend là. Hein, on en a parlé avant, puis il s'est dit je vais voler le Thunder à Sylvain. Donc, je dirais qu'un jeu qui aurait pu se retrouver dans le jeu de l'année même, selon les critères, j'ai eu un gros buzz cette année pour le jeu Soul Clover. La catégorie des jeux de party n'est pas une catégorie qui me fait triper tant que ça. C'est une catégorie qui habituellement je vais jouer, mais par convenance avec d'autres mondes, des couples d'amis. Soul Clover reprend beaucoup d'éléments de Just One, mais le transforme en un jeu qui est tellement intéressant. C'est un jeu qui va être coopératif. On peut jouer autour d'une table. C'est un jeu que je pourrais présenter à n'importe qui. Ouais. Arriver autour d'une table, on joue à Soul Clover avec des amis, on s'installe, il n'y a pas de points, on joue pour s'amuser, on peut se lever, faire d'autres choses, on vient s'assire, on s'installe autour de la table, puis hey, gars, on participe. C'est une belle anecdote. Ouais, c'est ça, parce que mon gars ne joue pas à des jeux de société, c'est pas un joueur, mais quand il nous a vu jouer, il est venu s'asseoir, puis lui aussi, il avait le goût de trouver des mots pour qui matchent les cartes. Il s'est pas relevé, là. Non, il s'est pas relevé, il est resté jusqu'à la fin, puis il voulait rejouer encore, là. Exact, puis c'est pas un joueur de jeux de société. Ben, j'aime ça entendre ça, parce que c'est ça, puis je pense que le jeu aurait facilement avoir sa place au lieu de Carte Aventura, ou encore même Happy City, parce que c'est un jeu qui donne le goût aux gens de jouer. Ouais. Tu vois, Sylvain, quand je pousse tes limites, ce que tu es capable de faire, c'est vraiment bon. Mais ça, c'est intéressant parce que moi, je dis merci de l'avoir nommé, là, parce que Soul Clover, j'y avais pensé, puis j'y ai pas joué, fait que je me base juste sur des commentaires des autres. Puis ça, c'est une catégorie aussi que, en tout cas, j'ai pas analysé en profondeur les 10 dernières années de l'As d'or, mais les jeux d'ambiance, selon ma perspective, sont peu souvent mis de l'avant. Selon moi, Soul Clover rentre, comme vous l'avez dit, là, parfaitement dans les critères. Là, vraiment, vraiment. Là. Soul Clover, très vendeur, très marketing. Pour moi, et j'ai fait le calcul, puis je suis un maniaque de statistiques. Soul Clover est le jeu auquel j'ai joué le plus longtemps cette année, en termes de durée de jeu. Et j'ai découvert ce jeu-là, je pense, au Delirium. Hein? On va plugger un bel événement. Ouais. À 3h du matin, qu'est-ce qu'on fait? On sort un jeu de party Soul Clover. Ah, ok, ça va être niaiseux. On a eu du fun, on a ri. Puis j'ai acheté le jeu, puis après ça, j'ai joué avec les couples d'amis quand on a eu les restrictions sont levées un peu. On a joué là, des soirées de temps, là. Du plaisir et juste du plaisir. Cool. Hey les gars, on a réussi notre objectif de parler de jeux de société. Hein? C'était ça notre objectif. Oh oui. Alors, je reviens à notre écran de départ. Les gars, ça a été un plaisir de discuter avec vous des nommés de l'As d'or, mais on a débordé dans toutes sortes de directions, des sujets lancés à gauche et à droite. Je suis convaincu que quand on va regarder la section commentaires en dessous de cette vidéo-là, ça va être rempli de passionnés aussi qui vont bonifier nos discussions, qui vont faire du pouce là-dessus. N'oubliez pas qu'on veut savoir, chers auditeurs, quel est selon vous l'oublié ou les oubliés de cette année. Et les gars, avez-vous un petit mot de la fin chacun? Évidemment, moi je peux dire tout de suite moi je vous invite personnellement à aller jeter un coup d'œil à la chaîne Les Deux Pions. Si vous ne connaissez pas déjà leur chaîne de Jeff et Steve, toutes sortes de contenus, deux passionnés qui jasent tout le temps ensemble. C'est presque toujours pertinent ce qu'ils ont à dire. Alors, je vous encourage à aller les suivre. J'aime beaucoup cette formule-là, d'avoir une espèce des opinions différentes, avoir des idées différentes. Souvent, bon, c'est pas facile, on est 4 personnes qui adorent parler. Je pense qu'on pourrait discuter pendant des heures et des heures. On se limite dans une petite boîte de sujets, mais encore une fois, c'est une formule que je veux qu'on reprenne avec différents sujets, différentes choses comme ça. C'est toujours agréable de pouvoir discuter avec Steve et Jeff. Toi aussi, JP.
Fait que même chose pour moi, toujours agréable. Je pense que on dépasse des petites chaînes à chacun. On est là pour discuter. On est tous des passionnés. Puis je pense que c'est une grande famille, les jeux de société. Puis quand on se retrouve justement à toutes sortes d'événements, on a toujours du plaisir à se revoir. Un gros hug. On a toujours du plaisir. Puis on se revoit. Puis t'as essayé ça. Puis c'est vraiment trippant. Puis même les gens qui sont de l'extérieur, je prends l'exemple de ma conjointe qui est arrivée dans cette communauté-là, puis elle a dit, hey, on arrive, mettons, j'ai une amie qui recevait pour tous les jeux de société, puis je l'ai amenée, puis oui, viens t'asseoir, on va te l'expliquer, puis c'est trippant, c'est un beau monde, c'est du beau monde, fait que c'est vraiment capoté, donc toujours un plaisir, puis très content d'avoir fait ça avec vous autres, les gars. Ouais, et j'ai le mot de la fin. Vraiment, je vais en profiter. C'est tout le temps qu'on arrête, désolé. Alors, merci, à la prochaine. Non. Si j'ai retenu une chose, en tout cas, les gars, c'est qu'on va se faire une partie de Dune Imperium, puis je vais vous faire changer d'idée. JP, je vais te le faire essayer, puis tu vas voir comment c'est crunchy, puis qu'il y a du bon stock là-dedans. Puis on va s'organiser là, pour qu'il y ait une belle rivière de cartes, parce que moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu le problème dans le jeu, mais j'ai été chanceux peut-être. Mais ceci étant dit, ça a été vraiment, vraiment le fun de faire ça avec vous autres, plus que ce que j'espérais. En fait, je m'attendais juste à avoir une petite jazz, puis là, je me suis dit, bon, on va faire ça vite fait. Puis là, 2 heures plus tard, on est encore en train de jaser. Ce que je me rends compte aussi, c'est qu'on trippe vraiment, puis on aurait débordé comme 22 fois si JP nous avait pas arrêté. Fait que bravo JP, bon travail. Puis écoute, on va peut-être essayer de reprendre ça un jour si on peut trouver un sujet aussi intéressant. Définitivement. Yes. Puis moi, vient de s'éteindre. Moi, je pense que ça vient de dire que c'est terminé. Oui, c'est ça. C'est le couvre-feu de M. Steve. Hey, moi, je veux juste dire un dernier petit mot avant qu'on salue tout le monde. Je sais pas, là on enregistre ça, j'ai pas encore tout visionné. C'est possible qu'il y ait eu des bugs visuels, c'est possible qu'il y ait eu des problèmes avec le son. On s'excuse à l'avance. Écoutez, c'est notre première expérience là, de formule comme ça à 4 personnes avec des caméras, des images qui changent, la synchronisation du son de tout le monde. Probablement qu'on a coupé des petits bouts à Jeff aussi. Là, parce que c'était oui, c'est ça. Mais on tient à s'excuser s'il y a eu des problèmes. Merci si vous avez continué de nous écouter parce que ça vous intéressait ou parce que vous trouviez Jeff tellement adorable. Mais merci quand même de nous suivre. Et ben, moi, je vous dis à la prochaine. Vous autres, les gars, qu'est-ce que vous dites? Ciao! Ciao! À la prochaine! OK, salut tout le monde!